Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Qu'en pensez-vous? Une émission où on réfléchit sur l'actualité de la semaine. Et cette semaine, on a un scoop. On est les premiers à voir les nouveaux cheveux de Joanie Riendo, qui est la personne qui va commenter l'actualité avec moi. Ça va bien, Joanie? Bonjour, Pierre, ça va super oui, bien. Je dis ça parce que je sais que tu sors de chez la coiffeuse. Ça a bien fait été? du bien. Ouais. Ça fait du bien à l'âme d'une femme. Mon chum est un peu inquiet. Il dit coupe de cheveux, nouvelle coupe de cheveux, nouveau chum. Je l'ai rassuré. On reste encore ensemble. Tout va bien. Oui, ça Tout va bien à ce niveau-là. En espérant qu'il apprécie, lui, aussi cette coupe. Il l'a même pas encore vu. Non, c'est nouveau. On le verra peut-être à la télé avant de le voir dans la vie. Prête pour te lancer dans l'actualité de la semaine? Oui, on a quand même beaucoup de stock à parler cette semaine, surtout au niveau local. Oui, beaucoup de choses au niveau local. C'est important. On est un média local et puis on va parler de ce qui se passe chez nous. Premièrement, Dolbeau-Mistassini, je lisais une enquête, si on peut appeler ça ainsi, dans le Nouvel Hebdo, qui faisait un peu la recension des édifices délabrés. Des édifices qui sont laissés à eux-mêmes et puis qu'avec le temps dépérissent. Ils peuvent même devenir dangereux avec le temps. Sans nommer aucun édifice, là, il y en a quand même plusieurs. Là, il y en a qui ont sûrement certains en tête. On a parlé souvent ici du patrimoine bâti, entre autres avec le Juvena, ou qu'est-ce qu'on fait avec ces bâtiments-là. Que le Juvena, on ne voulait pas perdre parce que c'est quand même un beau bâtiment. Un beau bâtiment au niveau architectural. Mais il y a aussi que le Juvena a démontré beaucoup son utilité au niveau de l'espace utilisé. Mais oui, c'est ça. Parce que, on pourrait faire un développement domiciliaire sur le terrain, mais un beau terrain bien placé. Mais pour ce qui est des bâtiments délabrés, oui, qui on sont fait quoi avec ça? C'est des bâtiments privés. Hein. La première chose, c'est pas ça se qui est demander, compliqué. c'est des individus qui ne font pas l'entretien de la résidence, dont ils sont propriétaires. Depuis moins de 2 ans, le gouvernement du Québec a autorisé les municipalités à faire une législation en matière d'urbanisme qui oblige les propriétaires à regarder leurs édifices propres et sécuritaires. Je ne sais pas si la Ville a une réglementation dans ce sens-là, mais ça pourrait être bien intéressant de légiférer que si un inspecteur détermine que la toiture fuit, des fois, la toiture, tu le vois tout de suite qu'elle est trop maganée, ou qu'il n'y a pas d'entretien, ou que c'est vraiment laissé à l'abandon. Mais il peut y avoir des pénalités aux propriétaires, au point où, à un certain moment, la Ville peut demander de racheter le bâtiment pour la valeur des taxes, quand c'est rendu à un niveau de délabrement important. Mais quand on est rendu là, à quelque part, on transfère le problème à la municipalité. Là. C'est pas plus réglé. Là. Non, c'est pas plus réglé. Cependant, des fois, il y a des propriétaires d'habitation dont c'est trop cher de détruire le bâtiment ou de l'entretenir. OK. Donc, quand c'est rendu à ce niveau-là, c'est qu'il va être moins cher de le faire détruire par la Ville que la perte de la valeur des maisons autour. OK. Il faut prendre ça aussi en compte. Lorsque tu as une maison qui est en mauvais état dans le quartier et que tu essaies de vendre la tienne, c'est pas mal problématique. Là. Oh, oui, c'est certain quand tu as un vieux garage tout croche, que tu as peur de le voir tomber à tout moment. Mais d'un autre côté, on peut le voir de deux façons différentes. Moi, dans le cadre d'un des chapeaux professionnels que j'ai, on regarde dans les petites municipalités, parce qu'on parle de Dolbeau-Mistassini, mais dans les petites municipalités, il y a la même problématique. Oui. Il y a cette réalité-là aussi. Dans les plus petites municipalités, il y a un problème au niveau des résidences pour aînés. Des options, au lieu de passer de la résidence privée, de la maison privée, à la résidence pour personnes aînées, il y en a qui sont encore autonomes, ils ne veulent juste pas avoir à entretenir une grande maison. C'est peut-être une opportunité à ce moment-là, dans ces bâtiments-là, d'avoir une évaluation faite par un professionnel de la ville ou un soumissionnaire pour dire, convertir en logement. Des garages, ça pourrait être converti. Il y a plusieurs éléments qui peuvent être convertis pour les édifices délabrés. C'est naturel qu'il y en ait dans une ville. Mais c'est vrai que lorsqu'on se promène à Dolbeau-Mistassini ou dans les petites municipalités de Maria-Chapdelaine, on est toutes capables de visualiser, dans nos petites communautés, on est toutes capables de visualiser au moins un édifice délabré. Oui, puis... Puis ça nuit beaucoup parce que au Lac-Saint-Jean, je ne sais pas si j'ai l'autorisation de dire que je suis une bleuet maintenant, parce que ça fait seulement 3 ans que je suis là, mais il y a un sentiment de fierté. Il y a beaucoup de gens qui sont fiers de leur résidence, sont fiers de ce qu'ils ont, ils sont fiers. Donc, c'est plate de voir que la fierté ne se transmet pas à l'état des bâtiments non plus. Oui, mais des fois, c'est une réalité aussi financière. Là. Oui. C'est pour ça qu'il faut se poser la question, est-ce que le problème est une question financière ou c'est un propriétaire négligent? Oui. Puis là, la limite est mince là, entre les deux. Là.
c'est que lorsqu'on fait affaire avec... pourquoi je trouve qu'il est intéressant de faire une législation dans ce cas-ci, c'est qu'au niveau du gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada, il existe des subventions pour la rénovation domiciliaire. Ça existe. Mais lorsque tu le sais pas, puis là que la ville vient te voir en disant ton état est délabré, tu dis j'ai un problème financier, bien tu as un accompagnement. Dire, OK, il existe telle subvention, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. T'sais, donc c'est intéressant, mais si la personne ne veut vraiment pas s'aider ou qu'elle n'est pas capable, ben c'est pas mieux que ça. Des bonnes idées. C'est pas mieux pour la personne de rester dans une maison qui n'est pas en état non plus. Ouais, mais moi, ce que je voyais, en tout cas, de la plupart des bâtiments, c'est soit des anciens garages, des anciens bâtiments commerciaux, qui sont là où il n'y a plus de commerce à l'intérieur. Ben, on attend quasiment que ça tombe. Mais si on pense, par exemple, l'ancien Sans-Île, oui. À Mistassini, qui est quand même central. Puis qui est gros. Puis là, en plus, j'ai appris dernièrement que le salon de quai en dessous a fermé. Donc, on parle de super de beaux bâtiments. Bien, il n'y a pas de l'air beau parce qu'il n'est pas entretenu. Oui. On parle d'un édifice commercial parce que la vie commerciale de Mistassini a tombé beaucoup. Quand j'étais petit, c'était le centre de la ville, ce bâtiment. Ben là, ça s'est transféré à Dolbeau avec le centre d'achat. Mais Mistassini, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? C'est une question qu'il faut se poser en tant que citoyen puis en parler à la municipalité. Est-ce qu'on pourrait réouvrir le Continental? Je sais pas c'est quoi le Continental. Ben, tu le savais que tu le savais pas parce que ça fait juste 3 ans que tu es ici. Mais les gens à la maison qui sont en train de sourire par ma blague. Ben, il y aurait peut-être une opportunité, est-ce qu'il y a un organisme qui aurait avantage à avoir cet espace-là? Ou une série d'organismes, comme par exemple, la Ville a racheté l'ancien bureau de la Caisse d'économie, oui, la Caisse populaire, puis ils en ont fait les bureaux de loisirs parce que les bureaux de loisirs manquaient de place. C'est un super de beau bâtiment qui a bien été entretenu, mais c'est plus tough d'aller dans le commercial puis voir comment on pourrait le faire. Mais c'est à réfléchir. C'est à réfléchir parce que moi, à la Ville de la Tuque, encore une fois, je vais comparer avec moi. Ville de la Tuque, qu'est-ce qu'ils ont fait en entente avec les propriétaires des bâtiments délabrés commerciaux? Ils ont dit, vous entretenez un peu votre façade, on ne vous demande pas le reste. Et nous autres, pour vous aider à entretenir, on va coller les affiches de programmation des activités en ville ou autres. Donc, tu n'es pas à l'intérieur, il n'y a personne qui le voit. Puis on demande aux propriétaires, avec cet argent-là, d'entretenir la façade. Mais tu as une super de belle visibilité, tu as une belle promotion pour la ville. Ça peut être tentant quand tu vois le bâtiment de dire « Ah, ben, peut-être qu'il y a de quoi à faire, on va aller voir. » Bien, c'est ça, il y a déjà un attrait plus visuel à ce moment-là. Ça pourrait être une alternative très intéressante parce que la ville de Dolbeau est quand même très active avec ses programmations de loisirs, avec l'aquagym, tout ça. Donc, ça pourrait être une super de belle alternative. Moi, je le vois sur Sasseville, avoir des grandes affiches à l'intérieur. Puis ce qui est le fun, c'est que si quelqu'un est intéressé, ben il va à l'intérieur, oui. Mais à l'intérieur, ça fait qu'il y a quand même de la lumière, tu vois, à l'extérieur. Ouais. De l'intérieur, tu vois à l'extérieur, mais de l'extérieur, tu vois pas l'intérieur. Donc, c'est intéressant comme alternative. Là. Ouais. Puis ça coûte pas si cher que ça. Mais c'est une belle alternative qui fait qu'on peut soutenir les individus. C'est peut-être moins laid aussi qu'un bâtiment qui décrépit. Ah ben, moi, j'ai en tête vraiment des bâtiments à Ville-de-la-Tuque qui étaient à un point où que le propriétaire, il y avait des grandes vitres, mais il n'a jamais bâché. Puis tu voyais les murs changer de couleur, tu voyais tout l'intérieur en train de dépérir. C'est pas plus intéressant. Non, puis je pense aussi aux propriétaires de ces bâtiments-là qui font « Qu'est-ce que je peux faire avec ça? » Non, alors que l'utiliser comme une petite promotion, ça coûte combien afficher sur des grandes affiches ou créer des nouveaux affichages? Là, je sais que la Ville a un projet d'avoir un affichage numérique en avant de l'hôtel de Ville. Y a-t-il tant de monde que ça qui passe en avant de l'hôtel de Ville? Ouais, mais moi, je te renverrai le problème. Mais y a-t-il tant de monde que ça qui vont arrêter de lire un panneau qui va être en face de chez Camille, là? L'ancien bar chez Camille, là, qui est en montant à Sainte-Jeanne-d'Arc puis qui est complètement décrépit. Là. Mais non, ça c'est sûr. Là, moi, je parle vraiment... Centre-ville. Ceux-là qui sont plus au centre-ville, parce que c'est vrai que l'ancien bar chez Camille, le motel qui est au coin entre... Cette chose. Cette chose-là qu'on se demande, mais c'est juste bon à détruire. Là. Qu'est-ce qu'on fait à la place? Mais vu de l'extérieur, c'est juste bon à détruire. Qu'est-ce qui serait possible de faire là où il n'y a rien autour? C'est quand même... Mais c'est des questions qu'on doit se poser en tant que citoyen. Il ne faut pas juste dire à la Ville, rachetez ça, détruisez ça. Non, il y a une question à se poser. Quels sont les besoins? Les solutions, ça appartient pas juste au conseil de ville. Des fois, comme citoyen, on peut peut-être avoir des idées. Parce que il y a quelque chose de bien important que j'apprends moi-même à tous les jours. C'est que quand on dit on va laisser les autres s'en occuper,
Ben, tu finis toujours par chialer parce que c'est pas ton idée. Mais il faut quand même réfléchir à c'est quoi notre idée en premier, le proposer, puis s'investir dedans. C'est bien intéressant tout ça. Passons maintenant à à l'arrimage. Connais-tu l'arrimage? En fait, c'est Oui. 30 ans cette année. L'arrimage, qui est un service d'aide en santé mentale. en santé mentale. C'est une ressource intermédiaire en santé mentale pour les personnes qui ont besoin d'aide, mais qui ne veulent pas toujours aller dans la structure médicale. Donc, ça permet une transition d'avoir des services. Puis il faut juste de rencontrer des gens, de voir qu'il y a d'autres gens qui ont des problématiques semblables aux tiennes. Soutien à l'employabilité aussi. Oui. L'arrimage permet de faire des matchs entre des entrepreneurs et des personnes avec des problèmes de santé mentale. Et donc, il n'y a pas juste les matchs, il y a un suivi avec. C'est ça qui est intéressant. Il y a vraiment un suivi avec la personne pour l'aider dans son employabilité, mais auprès de l'entrepreneur, comment réagir face à différents problèmes de santé mentale. Parce que tu n'agis pas de la même façon avec quelqu'un qui vit de la schizophrénie que quelqu'un qui a un trouble anxieux. C'est ça. Non, pas du tout. C'est complètement l'inverse l'un et l'autre. Ce que je trouve le plus intéressant, c'est que je trouve qu'ils ont aussi démocratisé un peu le rapport qu'on a avec la santé mentale. Au début, quand ça a été créé, l'arrimage, je veux dire, les gens se cachaient, les gens ne voulaient pas en parler. Aujourd'hui, on conçoit que c'est une maladie, donc qu'il y a des remèdes ou des solutions qu'on peut faire pour... Il y a une capacité d'adaptation aussi, oui. parce que c'est pas toutes les maladies mentales. Parce qu'il y a des maladies puis il y a des troubles. Les troubles, c'est plutôt comme une adaptation, puis la maladie, c'est quelque chose qui est considéré comme plus physique au niveau des hormones. Donc, il faut faire la différence entre les deux. Mais dans cette capacité-là d'adaptation, de démontrer aussi que on n'est pas qu'un diagnostic. Clairement. On n'est pas qu'un diagnostic, puis aussi que c'est handicapant. Donc, c'est pas repose-toi, va-t'en chez vous, ou t'as juste un coup de mou, ou dis à un anxieux, calme-toi. Mais non, en fait, c'est de ne pas avoir d'empathie et de ne pas comprendre ta situation parce que toi, tu n'es pas anxieux. Moi, je le sais, je vis avec une anxieuse hypersensible. Au début, tu n'as pas les bonnes phrases parce que tu comprends pas, en fait. Puis à un moment donné, l'important, c'est d'avoir de l'empathie, d'essayer de comprendre puis de réaliser que par des mesures, des fois bien simples, on est capable d'atténuer puis de régler une grande partie du problème. Mais mon conjoint et moi, on est tous les deux très TDAH. Et moi, j'ai un trouble de personnalité limite avec ça. Donc, mon chum, il m'endure juste quand j'ai mes pilules. Mais ça reste que ne pas avoir de tabou face à ça, c'est grâce à des organisations comme l'arrimage qu'on a une grosse différence, puis qu'on voit aussi qu'on est capable d'en parler. Puis en parler, c'est pas juste dire « Ah, regardez-moi, je fais pitié, j'ai ça ». Non, c'est dire « Je vais aller chercher les adaptations nécessaires afin d'être actif dans la communauté ». Oui. C'est pas dire « Ah, cette personne-là, elle rentre dans une catégorie ». C'est « Je veux participer à la communauté, mais j'ai besoin d'ajustements ». Puis souvent, c'est des ajustements très minimes. Comme par exemple, moi, mon TDAH, on travaille dans le bureau une fois par semaine, toi et moi. Tu me vois, j'ai mes écouteurs à ses oreilles et j'écoute un bruit de l'espace. Mais ça me permet de m'isoler, de me concentrer. Je comprends beaucoup de choses. Ça me permet de m'isoler, de me concentrer sur le travail que j'ai à faire au lieu de toujours à m'éparpiller. Donc, c'est des adaptations. C'est pas tous les bureaux qui accepteraient ça, c'est pas tous les emplois qui accepteraient ça. Tu pourrais travailler à la NASA. Pas sûr. Tolérance au stress. Mais puis aussi, je trouve que l'arrimage a aussi aidé à apporter de l'aide aux gens, comme, mettons, moi, qui vis avec quelqu'un qui a un problème de santé mentale. Clairement, parce que des fois, on n'a pas les bons outils, puis parce qu'on ne sait pas quoi faire, où aller, à qui parler, et ces gens-là peuvent nous aider, en fait, puis c'est bon pour toute la communauté. Non, c'est ça. Mais moi, tu sais, que vous viviez de la maladie mentale, des troubles de santé mentale, que vous soyez dans la famille d'une personne, que vous soyez proche d'une personne qui a des troubles de santé mentale, ou un citoyen lambda, ou quelqu'un qui est actif, on vous invite à aller au brunch du 10 novembre prochain pour connaître un peu plus encore sur l'organisation, parce que nous, on vous parle de notre expérience, mais allez voir les intervenants, allez voir les participants, allez voir la clientèle. J'aime pas le terme, mais allez voir ceux qui profitent du service. Ça peut faire tomber bien des tabous.
Oui, oui, clairement. Puis Quand ça on va apprend à aider l'organisme. oui, quand on apprend à connaître l'autre avec ses problématiques, on est plus capable d'aider, de vivre en communauté aussi avec ces gens-là, de les intégrer où on a parlé de l'emploi, etc. Donc, le brunch, le 10 novembre, manquez pas ça. On est dans une émission très relaxe aujourd'hui. Ouais, c'est correct. D'ailleurs, pour continuer sur quelque chose de relax, on va parler de villégiateurs. Oui. On sait qu'ils ont eu un coup dur les dernières années où les baux de villégiature ont augmenté, mais d'une manière complètement farfelue. Ben, c'est l'offre et la demande, là. Oui, c'est ça, mais quand même, je veux dire, quand tu t'achètes une villégiature, tu sais, quand tu veux t'installer un peu en retrait, tu penses pas. Jamais tu peux penser, surtout quand ça fait longtemps que tu es là, puis à un moment donné, ça va augmenter de manière aussi drastique. Et là, bonne nouvelle, c'est qu'on va plafonner, en fait, l'augmentation des baux de villégiature à l'inflation. Donc, une courbe normale et explicable. Là. Oui, ben, c'est ça. La villégiature, les chalets, c'est quand même un luxe déjà à la base. C'est pas tout le monde qui est capable d'en avoir un. Mais c'est pas une raison pour avoir une augmentation faramineuse des dernières années. Il reste qu'ici, il y a quand même beaucoup d'espace en forêt, dans la nature, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui vont avoir... qui vont avoir accès à la villégiature plus que si et non. Oui et non, parce que si, par exemple, toutes les baux de villégiature sont ouverts à tout le monde. Donc, quelqu'un d'Hochelaga Maisonneuve peut décider de prendre un baux. Ouais. Mais ça va par tirage au sort dans les territoires non organisés. Puis, oui, même si on a beaucoup d'espace, ça ne veut pas dire qu'on y a accès ou qu'on a le droit d'y construire. Il faut avoir le baux. Il faut avoir le bail, excusez, les baux, le bail. Il faut quand même avoir le bail. Mais c'est aussi parce que dans notre région, c'est une région qui est recherchée au niveau de la qualité de l'eau, les sports d'hiver. Donc, c'est recherché comme emplacement. C'est pas le même prix au Saguenay qu'à Abitibi. C'est pas les mêmes prix pour la location parce que c'est des locations pour quoi, 50, 100 ans? Mais ça reste quand même... c'est à se demander parce que cet argent-là va où? Des baux. À quoi elle va servir? À quoi elle va servir? L'entretien des chemins? L'entretien des chemins, mais aussi la protection de la faune, les agents... Il y a tout ça. Mais ça reste que ça rend... l'accès à la nature devient plus difficile. L'intimité en nature, c'est quand même plus difficile. C'est pas comme la Pointe-Langevin, par exemple, où ils sont propriétaires de leur terrain. Ils sont locataires du terrain. Ouais. Il y a quand même une autre chose à prendre en compte là-dedans. Là. Ça veut dire que la personne, par exemple, nous, on l'a vécu dans ma famille, oui, on a un bail de location, mais une fois que le chalet est construit, là, puis que la famille, ça fait 2 fois, là, 3 fois, deuxième, troisième génération, bien, tu vas-tu vraiment dire, bon, ben je déménage de chalet, puis non, ça que tu as un engagement à long terme. Oui, c'est simplement que tu as une hypothèque de génération en génération parce que tu as décidé de t'établir là. Ouais. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça va limiter, en fait, aussi les frais là, qui ont monté. Je ne me rappelle plus c'est quoi le pourcentage, mais on est passé ça a doublé. Là. Mais il faut, dans le fond, moi, ce que je me dis, c'est se poser la question où va cet argent-là, premièrement. Puis je me pose la question aussi parce que j'apprends cette nouvelle-là. D'habitude, je les étudie un peu d'avance. Mais pourquoi il y a eu une augmentation dans les dernières années? Bien, en fait, la réponse simpliste, là, parce que c'est probablement plus compliqué que ça, mais avec l'ancien gouvernement qui faisait des mesures d'austérité puis qui allait chercher de l'argent partout où il voulait, là, ils ont décidé que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une augmentation des baux de villégiature, fait que ils sont allés pas de main morte. Ils ont-tu rattrapé un retard en particulier? Ah, ça, le rattrapage de retard, là. Non, mais c'est parce qu'on l'utilise. Non, mais ça, c'est une excuse. C'est cet argument-là juste quand ça fait notre affaire. C'est ça, c'est une excuse. C'est pas dit que c'était une bonne excuse. C'est une excuse qui est donnée. Oui, c'est ça. Tu sais, quand c'est les médecins, il faut rattraper le retard parce qu'ailleurs, ils sont mieux payés. Je veux dire, les enseignants, il y a plein de corps de métier où on sont est plus payé en retard ailleurs. que ça. Ben oui, puis qu'on n'en parle pas. Là. Fait que je trouve que c'est une mauvaise excuse. En tout cas, bonne nouvelle pour vous si vous avez un beau de villégiateur. Chocolaterie des Pères Trappistes. Oui. Aimes-tu le chocolat? J'adore le chocolat. Et j'adore le chocolat des Pères Trappistes en particulier. Bon, Chocolaterie des Pères Trappistes s'est démarquée, encore une fois, là, elle se démarque depuis plusieurs années, et tant mieux pour le milieu. A remporté 4 prix Gaïa, dont un, entre autres, sur l'éco-conception. J'aime ça. L'idée d'avoir des emballages
en carton, responsable, etc. Donc, moi, je tenais à les féliciter parce que c'est vraiment un fleuron. Hein. Les gens font un détour par Saint-Eugène d'Argentenay pour aller à la chocolaterie des Pères. C'est vraiment un lieu extraordinaire un produit qui nous ressemble et puis à laquelle les gens sont attachés. Je suis vraiment fier pour eux. Je ne cacherai pas que tous les expatriés qui sont ici maintenant, ben quand on sort, on a souvent des commandes. On a souvent des commandes. Peux-tu m'apporter, quand c'est la saison des bleus au chocolat, limite, il faut que j'appelle mon contact pour avoir une palette au complet. J'ai pas un petit peu d'exagération, mais quand même, on a beaucoup de demandes. Parce ça, puis le de champagne, il faut le dire. Besson aussi. Ah oui, Besson aussi, c'est vrai. Le bacon Besson. Non, mais c'est la preuve que tu dis tantôt, on est fiers de notre point. À chaque fois que je m'en vais à Latuc, ma mère me demande « Apporte-moi une livre de bacon. » Besson. Il faut quand même souligner nos entreprises agroalimentaires qui font la différence. Là. Mais c'est ça. Ça crée un sentiment d'appartenance aussi pour le milieu. Tout le monde est attaché à ces entreprises-là. Puis de les voir réussir, bien réussir. Depuis que M. Dominique Genet est à la tête de la chocolaterie, là, on a vu beaucoup de changements. Puis moi, je dois lui lever mon chapeau. Là, bravo. Surtout en éco-conception, c'est dans l'air du temps. On veut justement des produits plus éco-responsables. Et puis là, on est... Des emballages, c'est plein de choses. Il y a tellement de place où qu'on peut... Oui, puis ils n'ont pas attendu qu'on les oblige à changer leur emballage. Ils l'ont fait. Et puis, ils sont récompensés par ça, pour ça. Bravo. Mais je pense en plus que les prix Gaïa, ça fait partie de l'UPA aussi, parce qu'il n'y a pas juste l'éco-conception, il y a plusieurs éléments. Mais je trouve ça intéressant aussi qu'en plus, au cours de la dernière année, on passe d'une entreprise qui a de valeur, comment on appelle ça? De vocation? Non, c'est parce que ça... produit issu de monastères. Sais-tu que c'est une appellation mondiale? Ben oui, parce que tous les moines de partout à travers le monde, ils sont obligés de produire... Les trappistes. Non, toutes les communautés religieuses. C'est parce que les communautés religieuses, les trappistes, il n'y en a pas juste à Mistassini. Mais non, je sais. C'est un type de monastère. Mais il n'y a pas juste les trappistes, ça. Je veux dire, si tu vas... Tu sais, par exemple, les trappistes qui sont à Chimay ont fait de la bière en Belgique. Il y en a, ils ont fait le vin. Mais c'est ça que je te dis. Mais les trappistes, c'est pas une appellation locale. Mais il y a d'autres sortes. Non, c'est ça. Il y a d'autres sortes de monastères. Oui. Moi, je pense au Père Chartreux. Qui sont monastères de la Chartreuse. Il n'y avait rien à part des herbes. Ils ont fait un alcool d'herbe qu'on appelle la Chartreuse. Donc, c'est une obligation des communautés religieuses. Puis ici, ils ont décidé de faire du chocolat. Et puis ça, on doit dire qu'on est content. Oh oui. Parce qu'une boîte de chocolat, ça se consomme beaucoup plus facilement et agréablement qu'une bouteille de chartreuse. Je vous invite, les personnes qui sont assez audacieuses au niveau de l'alcool, la chartreuse flambée. Moi, c'est comme ça que je l'ai essayé. Non, mais c'est délicieux, mais je veux dire, tu passeras pas une bouteille en une soirée, tandis que des boîtes de chocolat, on peut en passer plusieurs en une soirée. Une bouteille de chartreuse en une soirée, il faut être 20 dessus. Ou 3. Ou 3, une bonne longue soirée. 20 raisonnable dessus. On s'écarte. Mais félicitations à l'équipe de la chocolaterie des Pères Trappistes pour la réception de ces 4 prix. Oui, vraiment, bravo. Tu voulais absolument parler du nouveau plan stratégique de Saint-Thomas-d'Idyme. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Je suis tellement contente de voir des petites municipalités avec des comités vivants, dynamiques, avec leur présidente Zoé Paradis, le CREST, qui, je vais vous dire exactement c'est quoi le nom du CREST, c'est le Comité de relance économique de Saint-Thomas-d'Idyme. Ben, je trouve ça super le fun. J'ai une chose que je dois me plaindre un petit peu. J'ai vu les articles, j'ai le communiqué de presse devant moi. Vous avez fait un plan de développement stratégique. La seule chose que je lis, c'est il y a un axe développement et maintien de la qualité de vie, développement économique et attractivité de la municipalité. C'est quoi vos actions? Ouais, là, tu trouves qu'on manque de détails sur qu'est-ce qui va se passer? Oui, bien là, on sait dans quel angle vous voulez aller voir, mais on n'a pas d'éléments concrets sur lesquels on peut voir. Donc, oui, c'est comme... Moi, ce que j'ai toujours peur, c'est que ce soit des vœux pieux. Oui, c'est ça qu'on... C'est ce qu'on veut, mais c'est quoi qu'on peut... C'est quoi le plan d'action réel, là? Au bout du compte, quand on a mis nos objectifs, vers où on veut aller... Je dirais, c'est quoi notre livrable? C'est quoi le concret qui va en sortir? Ouais. Pas besoin de les savoir toutes, parce que des plans d'action, là, il y en a des plans d'action stratégiques, des fois, ça peut avoir 200 actions différentes, 200 livrables différents, dépendamment de la grosseur de la ville. Mais en avoir un de chaque. Par exemple,
L'attractivité de la municipalité. Parce que j'ai un contact dans ce comité-là, je peux dire que présentement, ils sont à élaborer une stratégie pour attirer les jeunes familles. Donc, c'est quoi le livrable? Bien, ça pourrait dire, bien, on aimerait ça dans les 5 prochaines années parce que c'est jusqu'en 2023. 2024, c'est leur 100e anniversaire. Donc, ils ont le bon timing. Je trouve ça super intéressant. Oui, c'est vrai. Bien, ça pourrait être un beau livrable de dire, bien, d'ici le 100e, bien, on aimerait ça avoir 3 jeunes familles qui sont arrivées. C'est un livrable, c'est quelque chose de concret, quelque chose de bien intéressant. Saint-Thomas-d'Idyme, présentement, ils n'ont pas de logement à louer. Bien, pour le maintien de la qualité de vie pour les aînés, pour avoir des logements à louer. Donc, on ne parle pas de personnes en perte d'autonomie, mais quelqu'un qui trouve que sa maison qui est trop grande à en retenir puisse aller. Donc, je parle d'actions concrètes. Là, j'ai pas pu me présenter à ce moment-là, mais quand je lis le communiqué de presse puis je lis les articles, il manque ces informations-là que je trouve intéressantes à suivre, qui fait que la nouvelle est concrète et est intéressante. De ne pas juste comprendre l'idée générale, mais de voir concrètement comment ça va se traduire pour les jeunes. Donnez-moi un outil pour que je suive puis que je vois à quel point ça évolue. Parce que moi, je ne suis pas de Saint-Thomas. Puis il y a quand même 140 personnes sur une municipalité de près de 300 citoyens. C'est beaucoup, là. Près de 50 de la population a été interpellée pour donner leur avis puis pour donner leur priorité. Mais ça n'empêche pas que dans les communications que nous, on a reçues, parce que ça doit sûrement être un problème de communication. Parce que pour que ce soit un communiqué de presse, puis en plus, il y a une conférence de presse, c'est bien intéressant. Mais il n'y a pas de concret. Moi, je lis ça, j'ai pas d'action. J'espère que Jules, dans son émission Accès MRC, va nous apporter plus d'informations là-dessus. Mais moi, il me manque ça. Il me manque quelque chose que je me dis, OK, dans 4 ans, dans 5 ans, je vais regarder si ça a été fait. Non. Je lance directement l'invitation à Mme Zoé Paradis? Non, Monsieur le maire. Monsieur le maire? Oui, Monsieur Tremblay, si vous voulez venir nous voir pour discuter, nous vous accueillons sur ce plateau quand vous voulez. Et moi, je prendrais, moi, j'irais vraiment pour Mme Zoé Paradis aussi, qui est les deux. Oui, qui est la présidente du CREST, parce que la municipalité a sa législation, mais le CREST, c'est vraiment développement économique, développement social. C'est eux qui vont faire des recommandations puis qui vont aller auprès des citoyens. Pour dire, là, c'est pas la même chose, c'est pas la même mission, mais Mme Paradis, ça va me faire plaisir qu'on se rencontre très prochainement. Parfait, merci beaucoup. Passons maintenant à GNL Québec. On en a parlé beaucoup, là. On est pour, on est contre les jobs, etc. Mais là, ce qu'on réalise, que les analystes de l'ISIS, c'est pas n'importe qui, nous disent que, bon, l'une des problématiques qu'il y a avec GNL Québec, c'est une société en commandite. Ce qui veut dire que toutes les dividendes retournent auprès des actionnaires. Retournent aux actionnaires. Et sur ces dividendes-là, ben, on ne pourra pas, ou presque pas, recueillir d'impôts là-dessus parce que la société en commandite, les gens à qui ça appartient sont presque tous dans les paradis fiscaux. Donc, en place d'aller chercher un 40 % de revenus sur imposables, on va aller chercher peut-être un 5 % moi, je trouve ça triste. En fait, bon, si c'est d'investissement privé et qui gèrent ça comme ils veulent, ils sont selon les règles établies que je trouve mauvaises, là, en passant. Mais bon, c'est correct. Mais là, moi, ce que je veux pas, c'est que le gouvernement investisse de l'argent public dans des projets comme ça parce qu'au bout du compte, l'argent, elle va sortir. Arrêtez de me parler de retombées fiscales locales si l'argent va aux actionnaires qui ne viennent pas de la place. Ben oui, c'est ça. Il n'y a pas de retombées fiscales. Il peut y avoir des retombées en commandite, mais présentement... Il va y avoir des retombées parce qu'il va y avoir des emplois, il y a des salaires, etc. C'est minime face à leur plan d'action, face à leur plan d'affaires, là, le coût. Si on fait un projet, il faut que le projet à la base soit rentable, mais soit rentable pour les commanditaires. Non, mais ça, on est dans l'industrie privée. En fait, ici, ils respectent les règles. Qu'on a mis, qu'ils soient bonnes ou mauvaises. Parlons, par exemple, de Résolu, de Rio Tinto Alcan, ou des plus grosses entreprises locales comme Construction de l'Avenir. Ben, oui, c'est du privé, mais c'est les premiers qui vont commanditer, qui vont participer à la communauté. C'est des gens d'ici, c'est des propriétaires d'ici. Résolu, Rio Tinto, non, mais ils sont investis. On voit qu'ils commanditent puis qu'ils participent à la communauté. GNL Québec, présentement, avant même leur installation, ils font... Ils sont mitigés. Ils font scandale. C'est pas tout le monde qui va dire « Ben oui, ben moi, je vais accepter que tu mettes ton nom sur mon organisme. » Donc, il n'y a pas de retombée. Il n'y a pas de... Tu sais, quand on parle de retombée fiscale, là,
C'est Ben, moi, pas en j'espère taxe, c'est juste pas en aussi. impôt. Là. Présentement, Ouais. je connais pas personnellement des grosses entreprises avec la taille de ce projet-là qui finit par payer de l'impôt. Puis j'espère juste qu'on n'investira pas de l'argent public dans ces projets-là parce qu'on n'en voit jamais. En tout cas, même avec l'entente qu'on a eu avec quelqu'un, on finit par investir, puis les profits sont tout le temps privés, mais les déficits deviennent publics, puis tout le temps nous autres, il faut qu'ils répondent. Juste des rabais de taxes ou des rabais d'impôts, c'est quand même de l'argent qu'on leur donne, qu'on leur prête. Oui, c'est ça. C'est donc... Le coût de l'énergie, Je suis d'accord lorsque le projet fait l'unanimité sociale, de donner un congé d'impôt ou un congé de taxe d'une durée déterminée avec des engagements. D'accord. Comme un plancher d'emploi, ça, c'est un engagement qui est clair. Ben, c'est un engagement qui est clair, pas juste un engagement clair accepté par la population, mais une acceptabilité sociale aussi. Oui, c'est important. Là, présentement, 50% de la population n'est pas d'accord. Là. La population locale, et quand on arrive puis on entend le Québec, qui souvent n'est pas au courant de tous les dossiers, on augmente le taux de désaccord beaucoup. Ben, c'est là qu'il faut se poser... Je dirais, par exemple, lorsqu'on parle d'écologie industrielle ou qu'une entreprise utilise les déchets d'un autre pour créer un produit. Donc, quand il y a un oui, mais là, on parle vraiment d'une entreprise qui fait scandale au niveau d'un projet qui fait scandale au niveau des environnementalistes, qui dit faire des retombées fiscales. Mais les retombées fiscales, lorsqu'on pointe un petit peu plus, c'est pas pour les gens d'ici, c'est pas pour les locales. Puis qui demandent le soutien, qui vont sûrement demander le soutien du gouvernement fédéral ou provincial pour un projet qui fait déjà pas l'unanimité. Avec de l'exploitation de l'énergie qui est d'un autre millénaire. Ça pollue pas ici. Oui, mais ça va polluer ici. Ça va polluer ici, mais en plus, ça va polluer ailleurs. Bravo, c'est comme à une certaine époque au Québec, on vendait notre amiante en Inde. Oui. C'est super sécuritaire pour les Québécois, c'est sûr. L'amiante est coulée directement dans le béton, on envoie le béton. Là-bas, eux autres, ils défont le béton puis ils construisent avec ça. C'est ça, tu sais. C'est pas éthique! Non, c'est pas éthique du tout. Là-dessus, on prend une courte pause et on vous revient dans 1 minute. Ou peut-être plus, c'est pas moi qui décide le temps de la pause. Prends pas d'engagement si c'est pas toi. Amoureux de tes yeux, j'ai envie de crier, de rire, j'ai envie de chanter. Amoureux de... Wow, c'est pas de l'amour, c'est de la sécurité routière. Quand t'es piéton, faut que tu fasses un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. Ah, lâchez-moi avec votre musique. Tes yeux, le bleu de tes yeux me fait rêver. Est-ce que t'as faim? Qu'est-ce que tu veux avoir? Banane. Tu veux une banane? Oui. Un petit morceau de banane. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup? Oui. Beaucoup. Beaucoup? Qu'est-ce que tu veux? Banane. Encore une banane? Épargne Placement Québec présente Le risque selon Marie. Depuis son plus jeune âge, Marie aime courir des risques. Des petits et des gros. Mais lorsqu'elle a voulu préparer sa retraite à son rythme, Marie n'a couru aucun risque. Avec les obligations boursières d'Épargne Placement Québec, Marie profite de la performance des entreprises d'ici. Communiquez avec nous. Donc, on revient en ondes, mais avant de continuer, Joanie aurait des excuses à faire. Oui, je m'excuse, Jules. Ton émission, c'est pas Accès et Merci, mais c'est les nouvelles du Haut-du-Lac. Donc, je veux plus d'informations à propos du plan stratégique de Saint-Thomas-des-Îles aux nouvelles du Haut-du-Lac avec Jules Simard. Et voilà, c'est dit. Dernière nouvelle en lien avec la région. Oui. On sait qu'à Ville-Saguenay, il y a eu une augmentation du salaire des élus, puis ça a fait grand bruit. Il y a beaucoup de gens qui étaient fâchés, là, on a entendu. Bon.
quand ils se sont accordés cette augmentation-là, une des raisons était que dans les nouvelles lois qui allaient être adoptées par le Canada, le gouvernement canadien et québécois, il y avait une partie de leurs revenus qui allait être imposable, donc il y avait vraiment une perte nette d'à peu près 5 000 Et finalement, on leur a donné ils ont eu l'augmentation de salaire. Et finalement, la loi au Québec n'imposera pas cet argent-là. Donc, les élus de Saguenay sont en train de discuter pour dire on va rebaisser nos salaires de 5 000 et pour l'année en cours où on l'a reçu, on va essayer de trouver une manière ou comment on pourrait redonner à la communauté cet argent-là qui a été perçu. Je trouve que il y a un autre élément intéressant là-dedans, c'est que aussi, lorsqu'ils ont parlé de l'augmentation, c'est qu'il était prévu que les conseillers soient à 40 heures semaine, donc que ce soit un temps plein, qu'ils doivent quitter leur emploi aussi. Tandis que là, ils se sont aperçus avec le changement au niveau financier, mais aussi avec la redistribution des tâches, l'augmentation du nombre de conseillers, les tâches ne demandent plus de quitter l'emploi principal. Donc, c'est une autre raison aussi de diminuer. Et ça paraît bien aussi au niveau politique, parce qu'ils coupent de l'argent, ils coupent de l'argent ailleurs, mais ils augmentaient le salaire. Là. Donc là, tout est dans une logique très responsable. Mais ça reste un peu électoraliste dans le sens où ça paraît bien de dire on va couper, puis surtout ça va faire baisser la grogne qu'il y avait encore beaucoup de gens qui étaient fâchés de cette augmentation-là. Oui, mais d'un autre côté, moi je me souviens, c'est dans l'année précédente, lorsqu'on a fait l'émission là-dessus, ça reste que le travail de conseiller, c'est plus qu'un travail temps plein. Là. T'es au travail, t'es conseiller, tu magasines, t'es conseiller, t'es à Noël, t'es conseiller, t'es tout le temps conseiller. T'as toujours l'image publique de conseiller, mais tu sais, je veux pas leur taper dessus. La réalité, moi, je sais c'est quoi et je trouve que les gens qui font de la politique devraient être mieux rémunérés, mais il reste que pour un citoyen, qui ne connaît pas cette réalité-là. Il peut, tu sais, d'avoir c'était une bonne augmentation quand même à Saguenay, de voir cette augmentation-là quand, en plus, on montait les taux de taxes dans plusieurs arrondissements et qu'on diminuait les budgets à plein d'endroits parce qu'on n'arrivait pas pour arriver à l'équilibre budgétaire parce que la municipalité n'a pas le droit de faire de déficit. Donc, je peux comprendre le citoyen qui fait « Ah ouais, regarde, ça en met il y a bien une place qu'on peut couper, c'est là. » Fait que je trouve quand même ça noble de reconnaître l'erreur et de dire « Écoutez, on va rediminuer notre salaire. » Je trouve que c'est une bonne idée. On va voir si ça va se faire parce que là, la discussion n'a pas encore eu lieu. On veut faire ça, mais bon. Moi, ce que j'ai entendu à la radio lors d'une entrevue de la mairesse de Saguenay, c'était plus qu'une discussion, là. C'était une formalité. Ah oui? C'est ce que j'en ai compris. C'est ce que j'ai compris de l'entrevue. Il n'y a pas eu encore le conseil municipal de Saguenay, donc on va voir quelle sera la décision à ce moment-là. Puis t'écoutais-tu vraiment l'entrevue ou t'écoutais des bruits d'espace? J'étais en voiture, j'écoutais l'entrevue. J'écoutais l'entrevue. Ah, si t'avais été dans ta fusée, ça aurait été... Non, c'est ça. Je vous invite. C'est ce qu'on appelle un bruit blanc. Ouais. C'est quand on est tanné d'entendre plein de bruits autour de soi, c'est ça. Non, mais je fais juste ça pour te taquiner parce que ça me fait toujours rire les bruits d'espace. Oui, c'est ça. Avec moi, mes gros écouteurs dans dans ton travail. Bon, allons maintenant au niveau national. On voit qu'il y a une réforme de la loi de l'immigration. Et puis là, il y a beaucoup de gens qui se sont levés pour dire, attendez, il y a des choses qui sont un peu injustes, entre autres au niveau des étudiants qui viennent immigrer, qui sont déjà là, qui étudient. Et là, on veut faire une immigration plus ciblée en lien avec les postes à combler, si on veut. Et là, la CAQ a reculé, en fait, pour introduire, comme il avait fait un peu avec la loi sur la laïcité, une clause grand-père pour les droits acquis pour ceux qui sont déjà... Donc, ça ne règle pas le problème de ceux qui veulent venir immigrer ou étudier au Québec. Mais le point le plus injuste a déjà été, pas réglé, mais il a été compensé. Ça, je suis bien d'accord, parce que pour les gens qui ont investi, des fois, des 15 000, 20 000 au cégep. Là. On ne parle même pas du programme universitaire là, qui viennent et qui se disent on va le faire parce qu'on veut. C'est le chemin le plus rapide pour devenir citoyen. Puis on parle d'une main-d'œuvre, des gens qui sont déjà intégrés parce qu'ils ont fait leur expérience dans un milieu scolaire. Leur diplôme est reconnu, sont intégrés, ils ont des amis québécois, ils connaissent la région. Tu sais, je pense, par exemple, aux étudiants en tourisme de Saint-Félicien, là, le tourisme n'est pas dans la liste. N'est pas dans la liste des priorités. Donc, puis, le programme de tourisme au cégep le programme de tourisme à Saint-Félicien, là, il ne vivrait pas
sans les travailleurs. Et ça, c'est une des réalités de la région qui est importante. Les 4 cégeps se battent pour faire du recrutement à l'international. On leur demande de le faire. Ben oui. Il y a L'université l'UQAC est la 2e université au Québec où il y a le plus d'étudiants étrangers. Je pense que c'est le tiers de tous les étudiants de l'UQAC sont des étudiants internationaux. Moi, j'aime pas le terme étranger parce que étranger, c'est éloigné. Vient de l'étrange. Vient de l'étrange. Tandis qu'internationaux vient international, ça vient de l'international. Je m'excuse si j'ai froissé quelqu'un. C'est politically Non, correct, mais c'est bien c'est plus je suis d'accord avec apprécié. le principe. Un étudiant international, c'est qu'il a juste demandé la permission pour venir étudier ici. Un étudiant étranger, c'est « Ah, je le connais pas ». Oui, t'as raison. Je vais changer mon vocabulaire à partir de demain. Là, j'ai comme perdu mon idée en te faisant la... Mais, tu sais, pour te dire, là, les commissions scolaires ont embauché cette semaine une personne. Les 2 commissions scolaires qui font le Lac-Saint-Jean-Est, la Mercier-Domaine-du-Roi et Maria-Chapdelaine viennent d'engager cette semaine quelqu'un qui est en charge du recrutement international. Oui. Comment tu veux recruter quelqu'un à l'international pour lui dire « T'es mieux de prendre un programme que l'on recherche dans la liste qui peut changer à n'importe quel moment pour venir t'installer au Québec. » Il y a quand même eu des problèmes, mais je vais te donner un exemple assez concret que j'ai vécu dans mon ancien chapeau d'étudiant avec les étudiants internationaux, qui était un cégep qui donne le cours pour les agents de la faune. Il l'a donné à un étudiant international. Pour aller à Duchesnay, qui est l'école pour faut que tu aies ton permis de port d'armes. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas résident permanent, qui n'est pas citoyen canadien, a le droit à un permis de port d'armes? Je le sais pas, j'ai pas d'armes. Non. Non. Donc, la personne a suivi 3 ans de technique pour finalement faire comme « il me sert à rien ». Oui. Ça devient un peu un dédale administratif aussi, là. Tu viens de rajouter une couche. Tu viens de mélanger l'immigration à le système d'éducation. Déjà que parce que ça, c'est dans le fond, c'est une refonte du programme d'expérience québécoise. Le programme d'expérience québécoise demande aux étudiants, parce que, on va y aller à la base. Il y a 3 structures au niveau de l'immigration. La première, c'est le pays d'origine. Donc, est-ce que tu as le droit de sortir ou pas? La majorité des pays, oui, tu vas avoir un visa de sortie, il n'y a aucun problème. La majorité. Mais il y en a que non. Il y en a... Ensuite, il y a Immigration Canada. Immigration Canada va te donner le droit d'arriver au pays. Tu vas pouvoir aller dans toutes les écoles, tu vas pouvoir aller quand tu as ton permis d'études. Puis tu peux avoir aussi un permis de travail qui, lorsque tu prends un permis d'études, tu as le droit de travailler hors campus, mais maximum 20 heures par semaine. Question de réussir. Puis c'est un luxe. Dans le fond, il faut que tu démontres que tu es capable de subvenir à tes besoins sans ça. Puis ça, c'est les petits atouts, le restaurant, les petites affaires autour. Mais avant d'arriver, il faut que tu démontres que tu as l'argent pour vivre 1 an sur le territoire. Non, mais moi, j'ai immigré à l'étranger pendant quelques années, puis c'est exactement la même chose là, quand on va à l'étranger. Il faut que tu démontres que tu es capable de subvenir à tes besoins, que tu ne demanderas pas de l'aide locale. Ensuite, au Québec, on a cette particularité-là. On a le MIFI, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Inclusion sociale, qui demande aux travailleurs étrangers ou aux personnes immigrantes en situation d'immigration de passer, d'avoir soit un CAC ou un CSQ. Un CAC, c'est un certificat d'acceptation du Québec. Donc, la personne doit être autorisée à venir étudier dans une institution du Québec. OK. Ou le CSQ, qui est le certificat de sélection du Québec, où que tu as été sélectionné pour avoir le droit de travailler au Québec. C'est là le problème au niveau des étudiants. Ça veut dire que l'étudiant va arriver au Canada, il peut aller dans une communauté francophone ailleurs au Canada, donc on se prive d'une main-d'œuvre qui va être bien à l'aise de travailler en français, parce que au Québec, on ne veut pas d'avocats immigrants parce qu'on en a trop. La médecine, ça rentre dedans, mais il faut que tu passes la médecine, c'est déjà assez compliqué. On veut pas personne en administration, mais on en a trop, des gens en administration. Donc, on se prive alors que
quand on arrive dans une commission scolaire, surtout à l'âge où on a des étudiants internationaux, on est plus dans la recherche de soi, dans l'expérience. Tu refuses quelqu'un parce qu'il ne fit pas dans le modèle, mais tu te prives peut-être quelqu'un qui est en administration, mais qui finalement, en administration, il n'aime pas ça, puis il va s'en aller dans un autre programme qui, lui, va 100% combler les besoins. Oui, de toute façon, je veux dire, un administrateur, des avocats, des gens qui connaissent le droit, c'est pas parce que tu as un bac en droit. En fait, Non, la c'est majorité ça. des gens qui ont gradué en droit ne sont pas avocats, là, ils travaillent ailleurs. Non, puis c'est parce que, tu sais, les notaires, il y a plein de choses qui sont en lien avec le droit. Donc, tu sais, il faut se poser la question, là. C'est pas parce que tu as décidé un programme en particulier, surtout dans un profil, le nombre d'étudiants à l'université puis au cégep, qu'ils changent de programme, pas en plein milieu, mais à la fin d'une année. Parce Mais que tu sais que ce qu'on appelle, on appelle ça un parcours atypique. Mais la réalité, là, c'est que c'est 70 des étudiants qui ont des parcours atypiques. Donc, ça devient le parcours typique, c'est de changer de programme. Ben, c'est ça. Parce que, On demande à des jeunes de 16-17 ans de choisir qu'est-ce qu'ils vont faire pour les 40 prochaines années. C'est normal de changer d'avis. Ça marchait peut-être dans les années 50, mais aujourd'hui, on n'est plus là. Non, on n'est plus là, puis les gens recherchent l'épanouissement, puis on parle des Québécois, mais on parle aussi des travailleurs internationaux, là, des étudiants internationaux. Puis c'est ça. J'ai vu aussi des gens dans des collèges qui nous arrivent et ils nous disent un étudiant en informatique, le prof arrête pas de dire « Tu connais ça, toi, l'informatique? Tu connais ça, les ordinateurs? » Oui, oui. Et t'apprends après 2 mois de la première session, oui, je connais ça, je l'ai vu à la télé. La personne change de parcours, il faut qu'elle rattrape quelque chose, il faut qu'elle elle rattrape, puis elle a été acceptée. Là. Donc, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut arrêter de bloquer un programme. Tu sais, on est super bon sur l'accueil. Partout au Québec, l'accueil, on est génial. Mais dans la région ici, le gros problème, c'est l'intégration. Puis là, en plus, le Québec nous met cette barrière-là au niveau de l'intégration. On a quelqu'un qui est prêt à travailler, qui va être motivé à travailler parce qu'il y a un projet de vie au Québec. Puis là, ils viennent étudier la région, ils connaissent la région, on a un manque de main-d'œuvre. Ils ont des amis ici, ils ont des emplois ici, ils ont des opportunités ici. Ils connaissent la région, c'est pas juste comme « Ah, OK, je vais faire... » Non, ils connaissent la région, ils ont vécu un minimum de 2 ans. Ils ont choisi de venir étudier ici. Ils ont passé un minimum de 2 ans. Puis ils payent. On peut pas dire qu'ils viennent profiter du système gratuit, là. La majorité, c'est pas des Français qui sont sur un système où la France paye pour leurs études. Non! On parle vraiment des gens qui payent l'équivalent souvent de 1 an, 2 ans de salaire d'un membre de la famille pour venir s'installer ici. Puis là, moi, c'était la chose qui m'enrageait le plus, c'est d'entendre dire, ben merci de nous avoir donné de l'argent, maintenant retournez chez vous. Ouais. Maintenant, retournez chez vous. On veut pas vous avoir, vous répondez pas aux besoins économiques. Hey! Au moins, là, avec le recul qui a été fait ce mercredi, de dire ceux qui sont venus... ceux qui sont déjà là. Ceux qui sont déjà dans le système d'éducation, c'est beau. C'est déjà mieux, mais ça règle pas le problème initial qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Puis il faut arrêter de penser que le diplôme fait la carrière. Absolument. Absolument pas, parce que moi, par exemple, je suis en animation et recherche culturelle. Y a-tu quelqu'un qui sait à quoi ça sert ici? Moi, je suis en sciences politiques et regarde, j'anime une émission de télé. Mais moi, maintenant, ça s'appelle médiation culturelle. Je travaille auprès des immigrants. Je travaille en développement local. Je travaille en développement social. Je suis à la télé. Ça veut rien dire. Même les employeurs ne demandent pas tes résultats de notes. Ça sert à rien. Pas ça sert à rien. Oui, le diplôme te donne une crédibilité, te donne un outil. On sait que tu as telle et telle connaissance que tu es capable d'utiliser. Là. Oui, puis, mais même les employeurs ici vous me diront, moi j'ai besoin de quelqu'un de compétent, pas les diplômes qui vont avec. Oui, parce qu'il y en a des diplômés incompétents. Là. J'en ai croisé dernièrement. Puis il y en a qui ont pas de diplôme, qui sont tellement compétents. Donc, il faut arrêter de penser à ça, parce que des fois, le diplôme ne représente pas la compétence de la personne. Donc oui, je comprends que dans le milieu administratif, dans le milieu politique, la seule chose qu'on a le contrôle, c'est le diplôme qu'on donne à personne. Mais pensons plus loin que ça. Pensons à l'humain qui est derrière, qui a un projet de vie de venir s'installer dans notre belle région, dans nos communautés, qui veulent... C'est un choix de vie qu'ils ont fait, qui ont abandonné leur famille, abandonné leurs amis, abandonné leurs opportunités là-bas pour venir les vivre ici. Puis là, ce qu'on leur dit, c'est
ben finalement, on ne veut pas de vous. Finalement, tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous avez sacrifié dans vos pays d'origine. Non, puis souvent, ce qu'on entend, c'est « Ouais, mais tu sais, c'est au niveau de l'intégration, c'est difficile. » Mais clairement, le meilleur chemin pour s'intégrer, c'est d'aller à l'école, de prendre cet agent de socialisation-là, de rencontrer, de connaître les milieux. L'intégration est difficile, oui, parce que ça se fait des deux bords. Oui, c'est ça. Oui, parce que, oui, il y en a qui ont de la misère à s'intégrer. La différence culturelle est majeure. Mais je vous invite, si vous connaissez une personne qui est immigrante ou qui ne vient pas de la région, tout simplement. Comme toi. Comme moi. Moi, ça m'a pris 3 ans avant d'avoir un réseau social. Dont malheureusement, je fais partie. C'est tellement difficile. Hein? Mais une fois par mois, invitez-la à souper. Une fois par mois, invitez à souper. C'est pas du chez vous. Ça peut être dire, ben on va aller dîner ensemble. On va. OK, je pensais que tu te magasinais une invitation à souper chez nous. Non, non. Non, moi, je vais plus t'inviter chez nous. Mais accepter de sortir de la routine, de sortir, parce que dans la région ici, on a les gens qui sont natifs de la région, vous avez déjà vos réseaux sociaux. Vous avez déjà, quand je dis réseau social, c'est la famille, les amis que vous connaissez depuis le secondaire, le primaire. Vous avez déjà votre structure sociale, mais le nouvel arrivant, celui qui arrive, mais celui aussi qui s'en vient, bien lui, il perd tout ça. Et il a besoin de gens pour se raccrocher, parce que si ça va mal au travail, bien lui, s'il n'y a pas personne qui va le dire, qui va lui donner le goût, s'il y a des problèmes ailleurs, lui, il va faire, bon, on va changer de place. Bien, moi, j'ai entendu beaucoup, j'ai travaillé quelques années avec les étudiants internationaux, puis il y avait souvent ce commentaire-là. Les Québécois sont vraiment gentils, mais ça finit à 5 heures quand on a terminé l'école. Parce que le soir, justement, ils ont leur cercle d'amis, fait qu'ils ont pas ce besoin-là de se réseauter avec moi. Là. En France, c'est carrément le problème inverse. Sur l'accueil à Paris, là, c'est de là. OK, oui. c'est... J'ai lu sur tes lèvres. Tu as lu sur mes lèvres, parce que je sais pas si ça va être bipé. Donc, à ce moment-là, ceux qui sont capables de lire sur les lèvres l'ont compris. Mais eux, c'est très, très, très difficile d'approche. Très difficile d'approche. Tu leur parles, tu leur souris, ils te font une face de bœuf, ils s'éloignent. Ouh, quelqu'un de sociable. Mais lorsque c'est présenté par un ami ou un autre, il décolle pas. Il décolle pas. Ah oui, hey, on va aller prendre un verre, il y a une nouvelle pièce de théâtre. Ça arrête juste pas. Mais ils sont durs d'approche. Mais une fois que c'est approché, que tu es dans le réseau, ils décollent pas. Ils décollent pas. J'ai des amis encore que je leur parle à tous et moi qui habitent en banlieue de Paris. Et je suis au Québec. Et je parle plus souvent à mes amis français que certains amis québécois. Parce que par les médias sociaux, par les réseaux sociaux. Donc, notre intégration, en tant que nouvelle arrivée et nouveaux arrivants, passe par des organismes ou par l'implication bénévole. Chers membres de la vie politique et organismes à but non lucratif qui recherchaient des bénévoles, les étudiants internationaux qui cherchent à se faire des amis à l'extérieur du cégep, les nouveaux arrivés, québécois ou non, qui cherchent à se faire un réseau, pas juste à être au travail et à la maison. Allez donc les voir chez eux. « Hey, salut, ah oui, t'es comptable, ça tombe bien, tel organisme cherche un trésorier. » Non, mais c'est vrai, t'as tellement raison, là. Allez les voir, parce que pas obligé d'aller faire dans l'intime, mais leur permettre de réseauter à l'extérieur du travail, parce que même au travail, de 9 à 5, moi, je finis de travailler, j'ai pas le temps d'inviter des amis, là. Oui, j'en invite. Mon chum, des fois, il fait comme « j'ai hâte d'être dans ma bulle ». Mais ça arrive que les gens arrivent, je dis « moi, je les invite, tu viendras prendre le dessert. » Ils sont là une demi-heure. Mais tu viens de sortir de la maison, tu viens de réseauter et t'es correct, là. Ben, tu sais, vous dites que vous avez une pénurie de main-d'œuvre, vous avez une pénurie, quand on parle d'une pénurie de main-d'œuvre, imaginez le bénévolat. Ben oui, bénévolat, t'as pas de retour financier, là. Ben, c'est l'occasion, parce que le retour pour le bénévole qui s'implique, c'est un réseau social. C'est de l'interaction qui n'est pas absolument argent. Il y a plein d'avantages à aller voir nos nouveaux arrivés parce qu'ils veulent s'intégrer. Il y en a qui savent juste pas comment. Puis comment, ça peut dire « Hey, salut, non, puis quelles sont tes compétences? Viens, on va t'intégrer dans une équipe qui en a besoin. Et là, tu ne seras pas le nouvel arrivé. Tu vas être le trésorier, tu vas être le nouveau bénévole. Donc, tu n'auras pas l'étiquette du nouveau. Oui. Non, puis mettez-vous dans leur peau, là, quand tu t'en vas à l'étranger, moi je l'ai vécu, puis quand tu arrives, bien justement, tu dois refaire absolument tout ton réseau social, mais tu sais pas par où commencer parce que tu connais pas tous les codes culturels non plus. La nouvelle routine, oui, c'est ça, tous les codes culturels. Aller dans une épicerie dans un autre pays, là. Oui, je me rappelle. C'est quelque chose. De certaines épiceries où j'ai eu des bons fourrés.
Ben, c'est ça. Donc, des fois, c'est juste ça. Aller les voir et dire, bon, c'est pas en abuser de leur demander quels sont tes talents, veux-tu t'impliquer? Au contraire. Au contraire. Donc, quand on parle d'intégration, ça passe. Le système d'éducation leur permet de côtoyer des Québécois pendant 2 à 3 ans. Puis ceux qui font un DEP 1 an, c'est 1 an intense dans un domaine qu'ils vont apprécier, qui ont étudié, qui ont les diplômes québécois, parce que c'est sûr, souvent, le plus dur quand on a des travailleurs étrangers qui sont surqualifiés. Ben là, il est québécois, là. Tu peux pas dire « t'as pas d'expérience québécoise ». Non. Quand tu as un diplôme qui est possible d'avoir un permis de travail post-diplôme, un PSPT, PSPD, il y a des stages québécois. C'est la porte d'entrée, pas tant la plus rapide que la plus efficace à l'intégration, puis on est en train de dire non. En même temps qu'on dit aux commissions scolaires, aux centres administratifs, aux institutions, dire, allez chercher pour vivre, vous allez augmenter votre nombre d'étudiants, mais en même temps, vous leur mettez des bâtons dans les roues pour leur dire... Il faut faire preuve de beaucoup de créativité et de manque d'écoute de nos régions. Ouais, penses-tu que cette loi-là va finir par tomber? Parce que là, on vient de se rétracter sur un point, mais tu sais, d'avoir tous les avantages au niveau scolaire et de la société. Moi, j'espère que le téléphone de Mme Nancy Guillemette, notre députée, ne dérougit pas de la part des personnes au niveau politique, des commissions scolaires, des organismes qui travaillent à l'employabilité, les organismes qui travaillent avec les nouveaux arrivants, les immigrants, de nos politiciens, des entrepreneurs. J'espère que le téléphone de Mme Nancy Guillemette et de ses attachés politiques ne dérougit pas de rage. Parce que c'est encore à la fin novembre, il y a une délégation de la MRC Maria Chapdelaine qui s'en va à Paris pour du recrutement. Ouais. Et puis, les membres des commissions scolaires, quand ils arrivent, là, quand ils s'en vont là, ils disent aux conjointes, pendant ce temps, allez faire un DEP, allez faire... Non, c'est ça. On vient de nous mettre des bâtons dans les roues sur le principe que là, maintenant, on ne sait pas à quoi va ressembler le marché dans 5 ans. Le programme informatique n'est même pas là-dedans. Dans 5 ans, je pense que 75%, si ce n'est pas 95% de nos institutions vont travailler là-dessus. Puis on nous dit, non, c'est pas une priorité maintenant. Manque de vision à long terme. Hey, merci beaucoup, Joanie Riendo. Malheureusement, tu as trop parlé. Nous n'aurons pas le temps de parler des Mormons au Mexique. Mais on va pouvoir te laisser retourner dans ton vaisseau spatial, écouter de la musique d'espace. Passe une belle semaine. Toi aussi. Merci à vous d'avoir été des nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine.